prêts? On va juste attendre 2 minutes, ça les fait venir. Voilà, je le savais. Eh bien, bienvenue à cette table ronde numéro 2 de ces rencontres nationales CRNBM Cru 2026. Merci d'être au rendez-vous si nombreux, c'est toujours significatif. Merci à mes camarades de la CIM de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Donc, je me présente brièvement, je m'appelle Damien Poncet. Je travaille pour le réseau des bibliothèques de la ville de Paris. Alors, j'ai longtemps travaillé à la médiathèque musicale de Paris, ce qui explique un peu ce compagnonnage avec la CIM depuis une dizaine d'années. Maintenant, je suis chargé de communication pour le réseau des bibliothèques parisiennes. Donc, en fait, c'est communiquer auprès du grand public sur nos services, nos collections, l'action culturelle, le patrimoine. Et en fait, à chaque fois, dans toutes ces cases, se retrouve la musique. Les services avec le prêt d'instruments, les collections musicales, le patrimoine avec les collections de la MMP, l'action culturelle, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. L'action culturelle musicale est quand même un levier très important et on va en parler aujourd'hui, voilà, tout à l'heure. Donc, on m'a proposé de modérer cette table ronde autour de la matérialité en musique, la matérialité de la musique en bibliothèque plutôt, ce qui, si on le prend par le petit bout de la lorgnette, peut apparaître comme un serpent de mer, voire un peu tarte à la crème. Genre, est-ce qu'il faut continuer à prêter des CD en bibliothèque? Si vous avez fait plusieurs RNBM, vous avez déjà entendu ce petit refrain. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus celle-là, en fait. La question, à mon sens, c'est de se dire, si on fait le choix de garder des collections musicales, dans quel projet de service on intègre ces collections physiques? C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une collection de CD juste comme ça pour qu'on va mettre dans un bac sans rien faire. Mais non seulement il faut de la médiation, mais ça s'inscrit aujourd'hui, ou plutôt, il faut se poser la question, comment inscrire des collections physiques dans une offre de services qui va du numérique à l'action culturelle, à la médiation, à la valorisation et les collections physiques. On aurait pu appeler cette table ronde la platine plutôt que la plateforme. Alors j'aurais bien aimé trouver ce terme, mais ce n'est pas moi. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont repéré, mais figurez-vous que c'est le titre d'un article, enfin même pas d'un article, d'un dossier de 4 pages qui est paru cette semaine dans Télérama. Donc à croire qu'ils ont gardé la publication pour les RNBM, je pense que oui. Et il faut que je vous lise l'intro, donc c'est dans les kiosques. Par les temps qui courent, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un extraterrestre. Pour découvrir de la nouvelle musique, Patrick, la cinquantaine, parcourt le rayon CD de sa médiathèque de Perreux-sur-Marne, 94, et se fie au choix des employés du lieu. Pas de Deezer ou de Spotify pour lui, d'abord parce qu'il associe les plateformes de streaming à un usage nomade. Je n'aime pas particulièrement l'idée d'écouter de la musique dans les transports en commun ou quand je fais mon jogging, assure-t-il. Ensuite, parce qu'il se méfie des emballements du moment. Je m'en fais peut-être une fausse idée, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont que des reflets de mode. Et donc que ça met probablement en avant quelque chose qui est, disons, hype. Tout juste se connecte-t-il à YouTube, s'il veut découvrir un titre, etc. etc. Patrick ne le sait peut-être pas, mais il est typique de sa génération. En fait, ils expliquent ensuite que les 50 ans et plus représentent un peu moins de 30% des abonnés à Deezer et Spotify et compagnie, ce qui peut paraître pas mal, mais les plus de 50 ans représentent environ 50% de la population française. Donc en fait, le ratio est un problème pour les plateformes. Et aussi tout ça pour dire que nous, on est là entre bibliothécaires musicaux, ce qui peut paraître une niche sur une problématique où on se dit, à quel point c'est pertinent, quelquefois on peut se poser la question. Et ben on voit bien que, je veux dire, Télérama, c'est pas un fanzine, c'est quand même un des médias culturels principaux français qui sort un dossier de 4 pages sur ce sujet-là. Donc, preuve, s'il en fallait de nouvelles, que le sujet est un sujet qui concerne les acteurs culturels en France et le grand public, et qu'on fait bien de se poser toutes ces questions. Pour tenter de répondre et voir comment concrètement on met en place des réponses, des débuts de solutions, des actions en tout cas pour tenter d'avancer sur ce sujet. Un beau plateau, 100% breton, mis à part moi, mais qui
en tout cas du territoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, la diversité des expériences et des établissements sont vraiment très représentatifs de ce que vous représentez vous dans la salle, et je pense que ce qui est très représentatif à l'échelle nationale. Alors Dominique Auer, on se connaît depuis longtemps. Non, je vais juste faire les présentations pour un président. Responsable de la médiathèque Totem de Passé, donc pas très loin d'ici, qui a réouvert, mais tu vas nous en parler, l'été dernier après plusieurs mois de travaux. Delphine Cinquin, qui est responsable, en tout cas de la médiathèque de Sker, qui est une médiathèque en milieu rural, et on va en reparler. Kevin Gohon, qui est enseignant-chercheur à Rennes 2. Cédric Mabille, qui travaille à Rennes à la bibliothèque Triangle, qui fait aussi partie de la commission musique, mais tu nous en reparleras. Et Cécile Kerjean, qui est responsable des collections cinéma, BD, documentaires, périodiques et musique pour les bibliothèques de la ville de Rennes. Et avec ce panorama, on va essayer de se poser la question, quelle matérialité en fait pour la musique, parce que quelle place, on n'a que des exemples qui ont fait le choix de la matérialité, par contre ça s'incarne de différentes façons. Et on va peut-être commencer par toi, Dominique. Donc Dominique, je le disais, tu es responsable de la médiathèque Totem à Passé, qui vient de réouvrir. Alors peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi vous aviez fermé déjà et quelle place a trouvé la musique dans cette réouverture. Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous, donc Passé, c'est une commune au nord-ouest qui touche Rennes. Du coup, une commune de 12 000 habitants, une commune de centre droit, je le précise pour la question de ce matin, pour l'intervention de ce matin. Enfin, de centre droit, en tout cas, oui, pas très marqué politiquement, mais en tout cas pas à gauche, ça c'est certain. Et comment dire, on était donc dans une médiathèque de 700 mètres carrés qui a ouvert au début des années 90. Je fais vite pour le pourquoi du comment des travaux, mais une médiathèque très énergivore qui n'était pas aux normes accessibilité. Et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, une médiathèque dans laquelle on se sentait à l'étroit pour développer un certain nombre de choses. Donc tout ça nous a amené à faire des travaux, et 1 an et demi de travaux. Et on a réouvert effectivement, comme tu le disais, l'été dernier, avec un axe fort du projet, c'était que donc on a gagné 500 mètres carrés, on a 1200 mètres carrés maintenant. Et un axe fort du projet, c'était pas d'augmenter nos collections, de profiter de l'agrandissement pour augmenter nos collections, mais au contraire de proposer des choses à faire sur place, et notamment en matière de musique, puisque donc pour ceux qui pourront visiter, donc on sera demain avec ma collègue Juliette au Poster Session pour approfondir un peu la question, et il y a une visite aussi demain soir pour ceux qui sont encore là. Mais donc on a un espace qui s'appelle le Plateau et qui regroupe les collections musique et cinéma dans toute leur diversité. Je te redonne la parole. Il y avait de la musique avant la fermeture ? Oui, alors il y avait de la musique avant la fermeture. On était, alors j'étais pas là à l'époque, mais je pense que sur le territoire de Rennes Métropole, on était une des premières médiathèques au sens médiathèque du terme, au sens multi-support, avec de la musique et du cinéma. Ce qui fait qu'effectivement, historiquement, on avait des fonds assez importants en musique et en cinéma. Une chose que j'ai pas précisée, mais ça fait aussi partie de la matérialité, on avait la chance d'avoir une salle d'animation d'une centaine de mètres carrés qu'on a gardée pour le coup et qu'on a rénovée. Voilà, donc oui, il y avait déjà de la musique, et vous savez, vous autant que moi, que c'est quelque chose qui me tient à cœur, notamment via la CIM, donc, et on a des élus qui ne nous ont pas trop embêtés sur le projet, donc tout ça pour dire qu'on a conservé, malgré un désherbage, qu'on a conservé quand même des fonds importants en musique et en cinéma. On a fait les collections classiques, je veux dire. On a fait le choix de ne pas faire de projection, mais si on avait une affaire en ce qui te concerne, c'était... moi, j'encourage tout le monde à aller voir le portail de la médiathèque, en fait, qui est vraiment super, très bien fait. Enfin, moi, c'est une des questions qui... Les portails des bibliothèques, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Et celui-là est quand même particulièrement réussi, parce que d'une part, il est beau, il est intuitif, ce qui n'est pas gagné. Après... Quand c'est un portail d'un réseau, on sait que c'est plus compliqué, etc. Mais surtout, on a pas parlé d'un site internet, il incarne directement cette matérialité. On comprend que c'est une réflexion que vous avez eue, parce qu'en fait, on voit directement, ne serait-ce que dans les alors je sais plus si c'est vraiment dans cet ordre-là, mais vous avez les entrées cinéma, jeux, objets, musique, livres, et en fait, même les images qui les illustrent montrent des objets. Si on clique
quand on est intrigué par l'onglet objet, on voit que vous avez des télescopes, peut-être des microscopes, des platines vinyles. Je ne sais plus si vous prêtez des instruments. Si, on prête des instruments, du coup, ouais, effectivement. Et dans les espaces, on voit des espaces physiques, et ça aussi, c'est de la matérialité. En fait, il y a un choix assez transparent, vraiment, aller voir le site, de montrer que la musique est à part égale, d'une part, déjà des autres propositions, et qu'on comprend bien que vous n'êtes pas là juste pour prêter un CD de Bowie, quoi. C'est pas le projet. Non, effectivement. Alors, quel est le projet ? Alors, le projet, c'est un peu un challenge, à dire vrai, parce qu'effectivement, je l'ai dit, on a fait du désherbage, mais pas tant que ça, donc on a encore à la louche 5000 CD et 4000 DVD, du coup. Le projet, c'était de diversifier ça et d'avoir une stratégie un peu 360 degrés, donc effectivement, de se lancer dans le prêt d'instruments à l'occasion de la réouverture, de proposer de l'écoute, tout le bâtiment est sonorisé, ça c'est aussi important, avec des zones qu'on peut comment dire, moduler en fonction des espaces studieux ou autres. Quoi dire d'autre ? Donc le projet, voilà, c'était de diversifier au maximum et de proposer des usages sur place. On a un piano numérique sur lequel on peut jouer. Là aussi, je réinvente pas la poudre dans notre projet, mais l'idée c'était ça, c'était de proposer aux gens de venir sur place et peut-être, alors on a ouvert depuis 6 mois, donc on n'a pas encore de chiffres, mais peut-être inverser la tendance en termes de prêts, ou en tout cas de se ressouvenir qu'on avait des fonds CD, DVD. Effectivement, on a monté un fonds vinyle qu'on avait déjà, mais qu'on a un petit peu étoffé. L'usage sur place, c'est aussi 2 postes qui sont dédiés à de la MAO ou du traitement de l'image, du montage vidéo. Et des jeux vidéo qui sont là aussi peut-être pour ramener un nouveau public dans ces espaces-là, mais encore une fois, je dis pas que c'est la solution, c'est une tentative, on verra, peut-être qu'on va se planter, mais voilà. En tout cas, ce choix-là implique, je sais plus ce matin, ça a été dit dans la table ronde, la façon peut-être de repenser, c'est peut-être Juliette à Lyon, la façon dont on quantifie, voilà, il y a des gens qui vont venir profiter d'un nouvel espace qui a 6 mois, qui a été rénové, qui est confortable, pour écouter de la musique, jouer un peu... Et puis lire du BD en écoutant la musique, peut-être qu'il va emprunter les BD mais pas les CD, mais finalement il aura servi, il aura utilisé votre proposition d'un lieu Vous avez des écoutes sur place aussi, des platines Oui, donc on peut écouter une platine CD, une platine vinyle, et tout ça avec des casques Bluetooth qui permet d'écouter tranquillement et de façon nomade pour le coup si on veut, quoi, ouais. Et pour terminer, alors juste pour expliquer, on va faire un peu le tour comme ça, et je pense qu'on va garder du temps après pour dialoguer avec vous, ou les faire dialoguer si vous êtes sans question, mais j'en doute. Tu disais quand même qu'il y avait un petit défi, c'est que vous avez un étage sur lequel, et tu m'as dit, je me souviens quand on a préparé au téléphone, le défi c'est les faire monter. C'est ça, parce qu'en fait c'est le seul espace public, c'est la musique, le cinéma et le numérique, et c'est à l'étage. Donc effectivement, l'enjeu c'est que les gens montent l'escalier pour découvrir cet espace-là, quoi, du coup. Et juste, j'embraye aussi, parce que je m'étais dit que je parlais de ça, on en a parlé tout à l'heure juste avant de manger, pour moi la matérialité c'est aussi les gens qui sont dans la bibliothèque, enfin les professionnels j'entends. Donc voilà, donc dans le projet, moi je suis responsable de la structure, mais j'étais sur la musique et le cinéma. On a embauché Juliette, que vous verrez demain sur les posters sessions, qui a aussi cette casquette musique et cinéma. Donc, rappelez aussi que oui, la matérialité, c'est aussi des gens qui parlent et qui sont professionnels, qui échangent avec des usagers. Et je pense que les usagers viennent aussi en médiathèque pour ça, quoi. Voilà, c'est tout. Et dernière chose, mais je crois que c'était pas encore, le volet action culturelle qui partirait de la musique, soit des instruments, soit des collections, c'est quelque chose qui est mis en place, qui est envisagé Alors c'est quelque chose qui est envisagé, qui commence à être mis en place, parce que l'objectif c'était de bien ouvrir. On s'attendait évidemment, pour ceux qui ont connu ça, un rush, un pic de fréquentation, donc on voulait déjà bien ouvrir et pas ne pas cramer les collègues entre guillemets, et on va développer ça dans les mois à venir, notamment parce qu'effectivement on a toujours aussi la chance d'avoir cette salle d'animation de 100 mètres carrés avec une jauge qui va bien pour le public en bibliothèque, quoi. Merci. Kevin, excuse-moi.
Donc Kevin Gond, qui est alors je sais pas si c'est l'intitulé exactement, mais qui est enseignant-chercheur à Rennes 2. Oui. Quand je t'ai eu au téléphone, j'avais une question, parce qu'en fait, cette table ronde a été réfléchie par la CIM, et ensuite on m'a proposé de l'animer, donc on a préparé au téléphone, et c'est vrai que Kevin me demandait, mais pourquoi on t'a invité? Il y a eu un petit moment de flottement comme ça. Et j'ai très vite compris, parce que tu m'as expliqué notamment que tu donnais un cours sur un semestre sur cette question de la matérialité. Oui, en fait, la quasi-totalité de mes enseignements est liée parce que j'enseigne sur les musiques du XXe et du XXIe siècle, et puis les rapports de musique et technologie, aux enjeux de matérialité de diffusion de la musique, et aussi des stratégies qui sont à la fois économiques et artistiques qui sont mises en œuvre dans la création des supports. Je sais pas si tu... Oui, non, mais tout à fait. Donc c'est un cours d'un semestre qui s'adresse à qui? Aux étudiants de licence 3, donc ils arrivent à la fin de leur premier diplôme universitaire, et en fait derrière c'est réinvesti jusqu'à la fin des masters que l'on a, que ce soit des masters de recherche ou des masters de recherche et création. Une des premières choses que tu m'as dit aussi, au-delà de ce cours-là, en fait, c'est même la première chose que tu m'as dit, c'est qu'en fait, tu travailles beaucoup avec la BU de Rennes, et il y a vraiment donc là, on est toujours dans les bibliothèques, mais un petit pas de côté, qu'il y avait vraiment une volonté de travailler et en main dans la main avec les bibliothécaires, de travailler à partir des collections pour nourrir ton cours. Oui, en fait, au départ, c'est une démarche de nos deux bibliothécaires qui sont sur le côté, je veux dire le côté gauche, enfin votre côté gauche, parce que je voudrais pas dire que Guéna est du côté droit. En fait, l'idée, c'était d'avoir un écho entre ce qui est dit en cours et puis les collections de la bibliothèque. Il se trouve que j'ai été étudiant, moi, dans cette université-là, et que, avec Jeff notamment, qui, quand j'étais étudiant, était déjà en charge de la bibliothèque, nous ouvrait de temps en temps les portes du magasin pour aller chercher des bouquins spécifiques. Surtout quand on arrive en thèse, on commence à prendre des bouquins qui sont empruntés par personne. Et de tomber sur des petites pépites, notamment des vinyles. Et à l'époque, les vinyles n'étaient pas trop encore mis en avant. Et donc, en fait, au fur et à mesure où on a développé des enseignements, l'idée, c'était aussi d'envoyer nos étudiants vers la bibliothèque et de se nourrir aussi de ce que la bibliothèque peut proposer, que nous, on n'a pas du tout l'espace de faire, ou qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas exactement la même culture musicale et la même approche des différents supports. Donc, en cours, j'ai pas la liste exacte de tous les vinyles disponibles, mais en fait, à chaque fois qu'on va parler de quelque chose, d'un genre, d'une pratique, d'une période, on sait qu'il y a un écho qui se fait à la bibliothèque. Et on sait que nos étudiants, il se trouve que tout se passe au même étage, et donc nos étudiants sont assez friands de cet espace de travail et de découverte, il me semble. Donc, ils vous le diront mieux que moi demain, je pense. Mais il y a cette transmission qui se fait assez bien, en fait, avec une bonne partie des enseignants du département de musique, et puis la bibliothèque, et aussi parce qu'en fait, on est capable, on se retrouve souvent, on se croise pour parler de musique. Donc concrètement, quand tu fais je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'analyse musicale ou non, c'est sur le support. Sur ce cours-là, c'est un cours vraiment sur l'évolution un peu. Alors, on prend l'ordre chronologique, mais l'évolution globale des dynamiques qu'il y a pu avoir entre inventions technologiques, que ce soit lié à l'enregistrement ou lié à la synthèse sonore, et puis l'avancée au cours du siècle jusqu'à aujourd'hui et jusqu'aux plateformes. L'idée, c'est de sensibiliser davantage les étudiants au fait que toutes les formes de diffusion, aucune forme de diffusion de la musique n'est neutre en réalité, et qu'elles ont toutes aussi un rapport à la matérialité qui se traduit en rapport social, en rapport commercial et en rapport économique. Et donc concrètement, tu fais écouter des vinyles, par exemple. Enfin, tu as une platine vinyle en cours, ouais, j'ai une platine CD s'il faut ou... CD, j'en utilise pas par choix, parce qu'en fait, j'ai une collection de vinyles qui prend déjà beaucoup de place et je suis pas sûr que madame accepte qu'en plus je rajoute des CD. Quoique, je pense que l'échange serait à son avantage en termes de volume, mais bon. Donc, on a une platine vinyle dans l'amphi, et donc pas en permanence, mais assez souvent, je mets mes vinyles. Je mets aussi, quand on est sur les cours de la première moitié du XXe siècle, j'ai un gramophone dans mon bureau, enfin un gramophone portable
qui a aucune valeur qu'elle soit, mais sinon que pédagogique sur la qualité notamment des enregistrements, des ambitus de fréquences qui sont favorisées par ces supports-là, et donc esthétique en fait, pour bien comprendre la manière dont a évolué une grande partie de la musique, pas forcément commerciale, mais disons commercialisée. Il faut aussi comprendre qu'elle était liée à des supports de diffusion ou alors des formats numériques ou autres qui avaient tendance à orienter un peu la création, même si on n'en a pas forcément conscience quand on écoute. Et donc pour les étudiants, c'est absolument important de se saisir de ça. Tu disais que tu es avec des étudiants qui ont 18, 20, 25 ans, dans ces eaux-là, qui sont musiciens, qui seraient amenés à composer ou à jouer ou... Ouais, la plupart sont musiciens, à plus ou moins de niveau, disons, d'expertise et d'intérêt professionnel. Il y en a qui cherchent pas tellement à être musiciens pro. Par contre, oui, ils ont tous une pratique originale de la musique, c'est-à-dire ils sont tous amenés dans leur cursus à écrire et à composer, et parfois à composer dans les rapports avec technologie, donc à faire de la musique sur support. Mais justement, est-ce que c'est une génération, c'est pas une question de génération d'ailleurs forcément, mais quoique, est-ce qu'ils se posent la question de comment vont être incarnés s'ils sont amenés à composer, comment ils vont... Est-ce que pour eux c'est forcément uniquement les plateformes, et comment on mixe? Est-ce qu'on mixe de la même façon pour une version CD, pour Cobuzz que pour Spotify? Ils le savent pas. Quand ils arrivent, ils le savent pas. En fait, ils cherchent à produire de la musique. Et ils savent que la musique, elle existe sur CD, que quand on a un peu plus les moyens et qu'on est un peu plus mélomane ou alors collectionneur, on achète un vinyle. Et que si on n'a pas envie de s'embêter, on va sur une plateforme. Vraiment, je fais une généralité un peu large, mais c'est ça le niveau d'entrée, de connaissance du rapport au support. Et tout l'enjeu en fait de leur troisième année et des différents cours que l'on a avec au moins un autre collègue qui s'appelle Emmanuel Parent, que vous verrez peut-être demain après-midi, c'est aussi de leur faire comprendre que tout ça il y a un cahier des charges, quelle que soit la transparence, disons, du support, et que ce cahier des charges, il est extrêmement contraignant aussi pour la création. Donc, ils n'ont pas du tout conscience du fait que mixer pour les différentes plateformes implique notamment des ranges de dynamique différents ou des taux de compression différents. Ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'implique le passage dans les années 2000 au MP3. Et ce que ça a impliqué aussi comme masquage de certaines fréquences, donc disparition de certains éléments de registre dans la création musicale commerciale. Et ils sont là en fait pour prendre conscience du fait que c'est pas juste un bel objet ou un objet de collection, mais pour les musiciens c'est aussi une contrainte. Donc tu montres des vinyles, et moi c'est un sujet qui me tenait à cœur à la médiathèque musicale. Dans les vinyles, en fait, on retrouve souvent la musique assez facilement sur les plateformes. Je ne parle pas forcément des choses qui sortent là tout récemment, mais des musiques plus anciennes, 90. Et si on compare les tracklistings, les notes de pochette, tout simplement, pas les tracklistings, c'est saisissant, puisque Spotify, leur but, c'est pas du tout des discographes, mais on trouve même pas le nom du bassiste du dernier Neil Young sur Spotify, alors que sur la version vinyle, on va voir aussi le nom du mixeur, du mastering. Enfin, juste au-delà de dire le nom, ça montre qu'il y a une équipe derrière, et que cet objet est le fruit d'un travail artisanal, à un moment au sens noble du terme, et même au sens ambitieux du terme. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, ou ça tu le gardes plus pour toi, ou tu arrives à le... Pour moi, c'est la base en fait de saisir un support musical, c'est de voir que c'est d'abord un outil pédagogique en fait. Ça en dit long, un disque ou un CD ou un vinyle en disent long sur la manière dont on considère toutes les personnes qui participent à la production de l'objet final, bien plus qu'effectivement sur une plateforme, mais en même temps ça en dit long sur l'état de l'économie de la musique aussi, hein. La première chose qu'on fait quand on prend un vinyle, quand on est chez un disquaire, c'est qu'on le retourne, et en le retournant on voit au même niveau les noms des chansons, la production, la date. Et puis on voit aussi le nombre de personnes qui ont contribué au disque. Alors effectivement, quand on arrive sur des disques plus récents,
L'exemple que prend mon collègue Emmanuel Parent, par exemple, c'est sur les albums de Beyoncé. Il y aurait beaucoup de difficultés à mettre la totalité des noms qui ont participé à la production de ces disques-là sur juste une face de pochette vinyle. Parce qu'en fait, plus ça va, plus il y a de producteurs, plus il y a d'intermédiaires. Mais les étudiants n'ont pas conscience de ça. Il y a une espèce de transparence parce qu'effectivement, Neil Young, c'est pas juste Neil Young, c'est un groupe avec, et qu'ils sont tous mentionnés avec lui. Et sur certains de ces disques, il n'y a pas Neil Young marqué sur la face principale de la pochette. Il est que derrière avec l'ensemble des musiciens. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un outil qui non seulement n'est pas neutre, mais qui est à revaloriser au sens où il faut refaire prendre conscience aux étudiants qui le savent, mais qui l'oublient, que c'est pas une production, disons, pyramidale, et que souvent c'est une contribution globale avec le goût. Alors, pour ce qui est des erreurs d'impression, je préfère les garder pour moi, parce que bon, ça finit par prendre de la valeur, mais avec le fait que le disque lui-même est signé par la personne d'une certaine manière, qui l'a pressé, et avec les défauts que ça peut avoir, etc. Je me permets juste une anecdote, un souvenir professionnel, mais on avait eu la chance, il y a une vidéo sur YouTube d'interviewer Bertrand Burgala qui était venu voir nos collections, et l'une des choses qu'il avait dit, il disait que lui en fait, la question de la qualité du son, pour lui, il mettait ça de côté, parce que quelque chose d'enregistré numériquement, pris en analogique, il trouvait que ça se discutait, bon, peu importe. Mais par contre, il disait qu'il avait offert une platine, alors je vais dire un truc qu'on sait tous, mais qu'il avait offert une platine vinyle à sa fille, et qu'en fait, la seule chose qui avait changé, c'était sa façon d'écouter de la musique. C'est-à-dire que vraiment, elle mettait la première chanson de la face A, et qu'elle prenait plaisir à écouter en entier. Là, elle prenait un autre plaisir à shuffle la playlist. Donc, elle a un album. Donc, au-delà du son, de la matérialité obligeait un type d'écoute. Et il parlait d'une jeune fille qui devait avoir 13-14 ans, qui prenait goût à ça, justement, à la contrainte d'écoute qu'impose la matérialité. Alors, quand on a grandi avec des vinyles, ça nous paraît évident, mais ça peut être c'est une belle découverte quand on a 14 ans aujourd'hui. Et une chose qui quand même surprend un peu les étudiants quand on y vient à chaque fois, c'est le principe d'économie qui s'est mis en place autour des faces de vinyle, et qui a disparu avec le CD avant les plateformes, évidemment, mais le fait qu'une face A est plus souvent lue qu'une face B, et donc on peut se permettre des choses plus expérimentales sur une face B, ce qui globalement s'est assez développé dans les années 70 et 80 sur tout ce qui est notamment pop anglaise, à commencer par les Beatles, qui faisaient des choses quand même beaucoup plus tordues sur les faces B que sur les faces A. Ces choses-là, elles participaient à concevoir l'objet qu'est l'album. Et en fait, en disparaissant, c'est pas forcément positif ou négatif, mais ça a impliqué un changement d'approche aussi de la création d'un tout qui est le fait de sortir un album à 12 chansons, voire d'artistes qui ne sortent plus tellement, pour certains, d'albums à 12 chansons, puisque en fait les plateformes ne fonctionnent pas sur ce registre-là. En tout cas, on voit bien que juste parler de l'objet vinyle nous permet c'est un levier pour faire de la pédagogie, pour parler d'histoire de la musique, d'ingénieurs son, de labels, enfin voilà, donc c'est... Puis il faut pas oublier que c'est cool aussi. Et puis c'est cool. Merci beaucoup. Je vais faire le lien avec Delphine Cinquin de la médiathèque de Sker. Alors, tu vas présenter ton établissement, qui est un établissement rural dans un territoire qui revendique cette notion de ruralité positive. Tu y reviendras. Mais si je fais le lien comme ça, c'est que mes collègues ont pensé à toi, notamment avec le Café Vinyle que tu organises dans ta bibliothèque. Est-ce que tu peux présenter un peu en quelques mots ton établissement, déjà, qui est assez récent aussi, hein. Oui. On a ouvert en novembre 2022 une médiathèque tiers-lieu, un peu plus de 500 mètres carrés, dans une commune rurale de 5300 habitants. J'enchaîne un peu donc autour de la ruralité positive, parce que, bien entendu, avant d'ouvrir une médiathèque, on fait un PCSES et des diagnostics, et on s'était aperçu que les actions qu'on faisait dans la petite médiathèque qui étaient liées à la ruralité, l'écologie, fonctionnaient bien. Donc on a décidé de prendre cette direction-là, et dans la nouvelle médiathèque, on a un pôle d'excellence autour de ce qu'on a appelé la ruralité positive. Et en même temps, on s'était aperçu en termes de diagnostic qu'on est dans un réseau de 16 médiathèques, le réseau Matiline,
que certaines médiathèques avaient fermé leur fonds, leur support images et CD, et ont récupéré des usagers qui étaient prêts à faire plusieurs kilomètres en nous disant qu'ils ne comprenaient pas que ça puisse arriver. Et on s'est dit, mais vraiment, il y a quelque chose à faire. En plus, on aimait bien ça. Et on a emprunté à la bibliothèque départementale du Finistère l'exposition Vinyle 2.0, qui a très bien fonctionné, et avec l'aide des habitants, pendant la fermeture de la médiathèque. Donc vraiment, on a mis en place un premier café vinyle, et on a été surpris par le public présent. Et immédiatement, on avait encore le temps. On a prévu dans le projet qui était en construction de rajouter l'acquisition de 2 platines vinyles, d'équiper la salle aussi de 100 mètres carrés qui est dédiée à l'action culturelle d'un fond acoustique, parce qu'on est en centre-bourg maintenant, et de ne pas déranger les voisins, et de pouvoir prévoir aussi des concerts si on avait besoin, et de faire du bruit, enfin voilà, de pouvoir déployer de la musique. Et voilà. C'est un peu... donc tu me disais que oui, donc ce qui est assez intéressant, c'est que justement il y a eu quand même deux circonstances, c'est qu'un réseau où des bibliothèques avaient fait le choix où on leur avait imposé. Oui, peut-être, ouais, mais en tout cas, le choix avait été fait d'abandonner les supports, et on avait récupéré des personnes qui étaient prêtes à faire 16 km pour 32 allers-retours. Du coup, pour toi ou pour vous en tant qu'établissement, c'est un argument pour réouvrir avec la musique, ou c'était déjà dans le projet initial? Comment le fait de replacer je crois que vous avez des collections CD et vinyle? Des collections CD, vinyle, et puis on a gardé pareil. Les DVD ont disparu dans certaines médiathèques, donc on a gardé ça va dans la matérialité de la ruralité positive, et on a gardé ces supports-là. Le vinyle, en plus, comme l'exemple, moi j'avais ma fille qui avait demandé une platine vinyle pour ses 18 ans, et j'avais été subjuguée par l'attitude de ses amis quand ils avaient vu que, en fait, il y a un rapport au temps, il y a un rapport vraiment, on est obligé de se lever, de tourner la face, et puis il y a l'objet aussi, comme vous disiez, voilà, et c'est pas comme la musique qu'on a sur les plateformes, qui a aussi sa légitimité en fonction des usages, mais une musique tapisserie, souvent ils ne savent pas qui chante, quels sont les musiciens, enfin toute l'économie de la musique, et l'idée a germé, les élus nous ont suivis, d'autant plus qu'on est la seule médiathèque à proposer sur le 16 médiathèques un fonds vinyle, voilà. Oui, donc il y avait quand même cette volonté, volonté où vous avez su convaincre il fallait quand même pouvoir avoir un point d'entrée pour la musique. Oui. Et la preuve, ça fonctionne puisque les gens viennent loin. Tu me disais que... et je reviens juste sur l'expo vinyle, tu m'as dit que c'était quand même important, que c'était un vrai feu vert, en fait, pour se dire, essayons d'aller là-dedans. Oui, c'est un indicateur, en fait, en termes du diagnostic, c'est un indicateur. On a vu que le public était nombreux, ça devait durer 1 heure, ça a duré 3 heures, les gens étaient venus avec leur vinyle, et aujourd'hui, c'est une action, les cafés vinyles, qu'on déploie tous les mois, et qui est co-gérée par les habitants. Ce sont les habitants qui le font. C'est vraiment une niche. On voit qu'ils viennent surtout chercher la convivialité, et c'est des personnes spécialistes. On a environ, alors pour une petite médiathèque, c'est pas beaucoup, mais on a un minimum 17 personnes par séance. Un lundi matin, il y avait aussi cette volonté, le lundi matin, on est ouvert parce qu'il n'y a rien d'ouvert dans la ville. C'était une demande de notre autorité, le maire, qui voulait que le lundi, il y ait quelque chose d'ouvert. Sur l'heure du déjeuner, on s'est dit, on va faire des cafés vinyles pour mettre de l'action culturelle sur ce temps-là. Et on a des personnes qui viennent du département limitrophe, le Morbihan, pour assister à ces cafés vinyles. Et moi, je me régale. Bon, on a des bonnes platines, on s'est aidé aussi de professionnels pour monter le projet. Non, mais ça, c'est important, parce que justement, on parle de matérialité. Peut-être que ce ne serait pas le même écho et le même engouement si vous aviez des petites platines qu'on peut trouver un peu partout. Ah oui, là, il y a quand même l'idée d'incarner la matérialité, d'accueillir dans un lieu. En fait, proposer quelque chose qu'on ne pourrait pas faire chez soi, c'est un vrai levier. Donc là, on comprend bien que vous, le choix d'avoir... Et tu me disais d'ailleurs que le prêt en soi, vous prêtiez un peu, mais c'était plus ça l'enjeu. C'est le prêt, c'est pas ça. Bien sûr, il y a le prêt de vinyle et de CD, mais c'est surtout les cafés vinyles, les échanges qu'il y a, et après c'est quelque chose qui s'est étendu, pas le café vinyle, mais ça nous a permis, d'avoir une certaine légitimité en tant que médiathèque rurale, d'approcher le conservatoire de musique et danse du pays de Quimperlé
pour leur demander d'accueillir un spectacle dans notre médiathèque. Donc ils sont venus voir notre salle de spectacle qui est équipée en acoustique, etc. Donc on a eu la chance d'accueillir un spectacle. Ensuite, après, avec les scolaires aussi, c'est un projet global. On leur fait découvrir le vinyle, le CD et toute l'histoire, pareil pour le cinéma, parce que c'est important pour nous. On s'aperçoit que les enfants, pour eux, la musique est désincarnée, ils ne connaissent pas les supports de lecture. Et voilà, c'est un projet global. Peut-être que tu peux approfondir un petit peu ce côté scolaire, parce que je trouve ça assez intéressant. Oui. En fait, on accueille des scolaires tous les mois, tous les jeudis et tous les vendredis. Et c'est pas des accueils où on lit des histoires. On a chaque fois une thématique particulière. Pour le mois du doc, au mois de novembre, on fait découvrir aussi des films, des courts-métrages, etc. Et les différents supports, pareil, pour les enfants, on a réussi à trouver des vieux magnétoscopes, etc. pour montrer. Et y compris pour la musique, on fait un mois qui est consacré à la musique et les enfants apprennent à décrypter une pochette, etc. Différents genres musicaux. Ils sont en admiration devant la platine qu'ils ne connaissent pas. Ça nous fait drôle parce qu'ils nous disent comment on fait pour passer le morceau suivant. Ils cherchent un bouton. Voilà. Enfin, c'est quelque chose de très ludique et joyeux. Et pour terminer, entre guillemets, cette présentation, tu peux nous reparler de ce concept ou cet étendard de la ruralité positive, parce que quand on en parlait, tu installais vraiment le fait de montrer des vinyles, et comme on en parlait finalement avec Kevin juste avant, c'est pour ça que je faisais le lien, le côté derrière c'est un label avec un graphiste, un musicien, et bien finalement on est dans l'artisanat comme peut l'être d'autres formes d'artisanat. Oui. En fait, dans la ruralité positive, nous, à Sker, c'est un pays de sabotiers. Et on va valoriser tous ces artisanats-là dans notre fonds d'excellence, la vannerie, etc. Et on a aussi des actions culturelles autour du jardinage. La vannerie, pas encore, mais j'aimerais bien. Mais on essaie de valoriser ce côté-là. Et aussi, parce qu'on est en milieu rural, pour les orientations scolaires. C'est important pour nous de faire comprendre à des enfants qu'il n'y a pas que le CAP mécanique, etc. Qu'on peut avoir d'autres métiers artisanaux et qui ont toute leur noblesse. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde juste dans... Non mais c'était... Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec nos deux collègues des bibliothèques de Rennes qui ont accepté un peu leur proposer de répondre un peu plus en duo que ce qu'on a pu le faire jusque maintenant. Donc Cécile Kerjean, tu es, donc je l'ai dit, responsable des collections BD, musique, documentaire, cinéma et... D'habitude, je le dis dans l'ordre alphabétique pour pas oublier, mais voilà. J'ai aussi les périodiques. Et périodiques. Et Cédric, toi tu travailles à la bibliothèque Triangle. Peut-être que tu peux commencer pour nous présenter la bibliothèque Triangle. Je crois qu'elle avait été pionnière en termes de musique, en tout cas peut-être avant que les chants libres arrivent. Voilà, si tu peux nous présenter via ta bibliothèque un peu le maillage, et puis après on peut... C'est ça, donc je parle sous le contrôle d'Emmanuel que je vois là-bas aussi, qui est là depuis un petit moment à Triangle et qui fait aussi écho à cet héritage de la musique à la bibliothèque Triangle qui est quand même assez important. C'était le plus gros fonds, je crois, à quelque chose près que c'est toujours le plus gros fonds des bibliothèques de quartier. C'est quelque chose d'assez important sur cette bibliothèque qui occupe un bel espace. Il y a de l'espace pour d'autres collections, c'est assez équivalent, on va dire. Et la musique a vraiment toute sa place dans cette bibliothèque et on y tient encore. Une des particularités, Cécile, c'est que, en tout cas, oui, c'est une particularité. Peut-être que tu nous présentes un peu le réseau et le fait qu'il y ait de la musique dans toutes les bibliothèques, ce qui est quand même pas habituel. Alors, Malik Diallo et Laure Offret l'ont déjà un petit peu expliqué la spécificité du contexte rennais. Donc, on est donc une ville où il y a 230 000 habitants et on a la grande chance d'avoir de nombreux équipements sur ce territoire rennais. Donc la bibliothèque des Champs Libres, donc, plusieurs collègues sont là aujourd'hui, donc nous avons le même directeur, mais en fait nous avons des tutelles différentes puisque la bibliothèque des Champs Libres n'est pas notre bibliothèque tête de réseau, mais bien un équipement métropolitain. Et ensuite, dans les quartiers, nous avons 11 bibliothèques disséminées dans l'ensemble des quartiers. Donc là, avec la nouvelle mandature
qui commence, on a un projet d'avoir peut-être 2 équipements à venir. Et donc sur ces 11 bibliothèques de quartier, elles ont des tailles différentes, hein, la bibliothèque Triangle étant l'une des plus grandes. Et pour ce qui est de la matérialité de nos collections, nous conservons aujourd'hui 25 000 documents disséminés sur ces 11 bibliothèques avec des volumes hétérogènes, puisque sur certaines d'entre elles, il va y avoir ce qu'on appelle des fonds d'appel avec un petit fonds de 500 CD. Et puis pour 3 d'entre elles, Bibliothèque Antipode, Bibliothèque Tabor Lucien Rose et Bibliothèque Triangle, des fonds plus importants de l'ordre de 8 000, 10 000 CD. Parallèlement, à la Bibliothèque des Champs Libres, on aura 28 000 CD également. On aura des CD ou des vinyles à la bibliothèque universitaire. On aura aussi la bibliothèque du conservatoire. On a cette offre vraiment importante. Ce qui nous importe, nous, au niveau de nos quartiers, c'est d'être en phase aussi avec les besoins de nos publics et aussi de penser aussi aux non-usagers, d'aller toujours à la rencontre des publics qui ne fréquentent pas, ne se sentent pas autorisés, Laure l'évoquait ce matin, à franchir les portes de la bibliothèque. Et pour nous, en fait, on va vraiment avoir cette réflexion toujours en mémoire quand on va réfléchir à notre offre, c'est-à-dire que certes, c'est très important d'avoir du choix, d'avoir de la diversité, d'avoir du pluralisme aussi dans nos collections documentaires, mais il faut savoir que pour un certain type de public, trop de choix, on ne sait même plus où aller. C'est d'ailleurs le même problème qui se pose sur les plateformes. Et c'est sûr que la façon dont on va à mettre nos collections en valeur, dont on va éventuellement désherber, va avoir aussi un impact très important pour des publics qui ne sont pas toujours familiarisés avec des musiques plus éloignées de leur quotidien, de ce qu'ils peuvent écouter à la radio, par exemple. Je veux bien qu'on revienne sur ces notions de fonds d'appel dans les plus petites bibliothèques. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas forcément la plus petite bibliothèque, mais comment c'est envisagé? C'est aussi pour mettre en valeur, je pense, de la circulation entre des établissements. Je sais pas. Peut-être, Cédric, tu peux expliquer aussi la manière dont on acquiert, puisque c'est aussi une spécificité rennaise. C'est ça. Donc déjà, pour ce qui est de la partie acquisition, en fait, on se retrouve en ce qu'on appelle une commission. Donc c'est quand même plusieurs bibliothécaires avec une couleur plus ou moins musique qui se retrouvent pour faire les achats de toutes les bibliothèques du réseau des bibliothèques de quartier. Les Champs Libres fonctionnent à part là aussi. Donc c'est quelque chose qui est travaillé avec un budget qui reste tout de même aussi relativement assez confortable, mais qui est nécessaire. On fait des répartitions par genre assez égalitaires. On regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau des stats pour voir là où on doit ajuster sur les achats. Et ensuite, la répartition se fait aussi en prenant en compte les fonds d'appel qui auront peut-être un peu plus de choix sur des choses qu'on entend un peu plus au quotidien, mais pas que, parce que c'est important aussi d'avoir des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs ou pour lesquelles on n'irait pas forcément chercher en bibliothèque ou même à la radio. Et sur les autres bibliothèques, on peut se permettre de disséminer un peu plus de choses, d'être un peu plus exhaustif. Et le but, c'est toujours de faire attention à respecter un petit peu tous les genres, d'être en effet le plus pluraliste possible. Du coup, en termes RH, de recrutement, vous avez dans chaque établissement, il y a un référent musique qui puisse, ou pas forcément, on est vraiment sur l'idée de réseau, en fait, comme de la même manière que, en fait, il va y avoir des collègues qui vont acquérir du cinéma ou des fonds jeunesse ou des bandes dessinées. Certains collègues vont pendant X années acquérir de la musique et puis après. Peut-être les 5 ans plus tard, ils feront partie d'une autre commission, mais avoir cette idée aussi de, pas forcément de l'expertise d'ailleurs, mais justement d'une vision la plus large possible de ce qu'on peut proposer en musique en bibliothèque de quartier. Justement. Et puis peut-être juste pour dire qu'on a la chance d'avoir un budget qui a été sauvegardé, quelques petites baisses budgétaires, mais
de l'ordre de 10% ces dernières années, mais on conserve quand même un budget de 25 000 euros pour les CD et pour les vinyles. On a un budget supplémentaire pour les instruments, donc ce qui équivaut, en tout cas là je parle que pour les fonds adultes, mais ce qui équivaut quand même à 1400 CD pour l'ensemble des bibliothèques de quartier, ce qui reste confortable. Alors peut-être on en a parlé ce midi, mais on a aussi un autre problème pour la matérialité, c'est que parfois quand on a un marché public avec avec une structure, on a beau essayer de commander le plus vite possible, peut-être que déjà au bout d'une semaine, on ne va plus avoir notre prestataire ne va plus être en mesure de nous livrer. Tout à fait. C'est un vrai souci, je pense, auquel on est tous confrontés quand on travaille sur ces acquisitions de CD, pour le coup, ou de vinyle, mais surtout CD. En fait, il y a cette problématique, et puis, je ne l'ai pas abordé jusqu'à maintenant, mais je sais que, enfin, si on a dit que vous prêtiez des lecteurs de CD qui sont souvent des lecteurs de CD-DVD, en fait, pour pouvoir être polyvalents. Mais ces deux problématiques-là se compliquent quand même fortement notre tâche. C'est-à-dire qu'on a du mal à commander, et en plus on s'adresse à un public qui est de plus en plus sous-équipé en équipement qui il y a 15 ans était standard. Voilà. Mais je voulais juste, on va revenir sur le désherbage et ces questions-là. Non, mais on parlait de matérialité de la musique. On parle beaucoup de CD depuis tout à l'heure, mais il y a le prêt d'instruments, mais comment s'incarne aussi l'offre musique en termes de méthode? Enfin, est-ce qu'il y a une réflexion sur les partitions, les méthodes, les DVD musicaux, les bouquins qui racontent l'histoire d'ACDC ou de Chopin? Est-ce que c'est une réflexion qui est faite conjointement avec d'autres acquéreurs, ou comment ça se passe? Donc là, c'est toujours un petit peu la même organisation, c'est-à-dire que pour la partie DVD ou imprimé, nous, en commission musique, on va forcément faire des recommandations, mais c'est pas nous qui avons non plus le dernier mot. En général, c'est quand même plutôt respecté. C'est la même chose pour les demandes des usagers, des usagères. On essaie de fonctionner comme ça, de répondre un petit peu à la demande, qui de toute façon n'est pas délirante, mais que les personnes s'y retrouvent. J'avais oublié le reste de la question d'ailleurs. Partition. Oui, tout ce qui est méthode et partition, ça se retrouve ici en Antipode. Les collègues des Champs Libres en ont aussi. Donc c'est aussi l'idée de favoriser la pratique amateur, ce qui va être un peu plus important aussi aujourd'hui, je pense. Non seulement au-delà du prêt, même si le prêt se fait l'apprentissage se fait de manière autodidacte, il n'y a aucun problème. Peut-être aussi réfléchir à une manière de faire de la musique en bibliothèque. Je sais que je me tourne encore vers Emmanuel, mais on avait l'envie de faire venir les élèves du conservatoire pour faire un lien. On est juste à côté du conservatoire du Blône, donc on est séparés de même pas une station de métro, et on aimerait beaucoup les faire venir pour ce genre de choses. Et ensuite, pour tout ce qui est de la pratique, nous on a aussi la chance d'avoir un concert par an organisé par les Transmusicales, donc ça joue aussi pour faire venir des personnes qui ne mettent pas forcément les pieds en bibliothèque, et voir que non seulement il y a le concert, mais peut-être que ça peut être intéressant de trouver des collections. Et pourquoi pas un jour aussi des instruments un peu partout, et tout ce qui est partition et ce genre de choses. Ouais. Donc vous êtes dans un contexte où vous avez dû désherber une partie importante de votre fonds. Donc, peut-être Cécile, d'où est venu ce constat et cette contrainte qui a été donnée aux équipes du réseau. Enfin, voilà. Est-ce que tu me racontes d'abord le contexte dans lequel la décision a été prise, qui ne concerne pas que Rennes. Le contexte, c'est bon, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir eu toujours des budgets constants d'acquisition. Donc, au bout d'une vingtaine d'années, peut-être plus, on commence à avoir des bonnes collections. Et puis, peut-être contrairement justement aux collègues des Champs Libres, on avait quand même une érosion importante de nos prêts, puisqu'on avait les fameux taux de rotation qui étaient de l'ordre de 0,72 pour ces dernières années. Donc, c'est-à-dire que pour une collection de 25 000 CD, on en prêtait à peu près 18 000 à l'année. Donc, c'est là où on s'est dit que ça fait quand même partie des objectivations d'une collection, et de se dire que peut-être on avait aussi trop de choix, et que si on voulait continuer à acheter beaucoup, à mettre beaucoup en valeur les nouveautés, il fallait aussi qu'on propose peut-être moins, pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pour
peut-être qu'on allait un petit peu décevoir nos spécialistes, mais qu'on n'avait pas non plus qu'un public de spécialistes en bibliothèque de quartier, encore une fois. Et que là, si on voulait justement faire beaucoup de médiation, la présentation, Cédric, peut-être tu avais encore plusieurs choses à ajouter sur la valorisation, mais qu'il fallait aussi qu'on fasse cet important désherbage un peu plus important. Peut-être qu'on avait aussi pas assez désherbé les années précédentes, et donc l'année dernière, on a eu un désherbage plus conséquent que d'habitude, effectivement. Et comment et puis après Cédric, peut-être que tu pourras te dire comment toi tu as ressenti cette annonce qui était faite au réseau. Est-ce que c'était compris? Est-ce que c'était discuté, disputé? Il a fallu qu'on s'en parle beaucoup. Oui, je pense que on est beaucoup dans le métier à se dire ah oui, mais c'est le jour où on sort nos listes, on dit ah mais quand même celui-là ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, c'est quand même super, etc. Donc comme quand on désherbe des BD ou voilà, c'est il y a toujours moi je fais partie quand même des gens qui font pas ça de gaieté de cœur, mais je pense que ça fait partie des actions qu'il faut mettre en place de temps en temps pour et puis ça va de pair avec un maintien des budgets je sais que tu l'as dit, mais c'est vrai que quand vous m'avez dit ça, enfin, de l'extérieur, ça par contre, c'est pas forcément commun. Ok, on désherbe, alors je sais plus si c'est un tiers, un quart des collections au final, mais avec un maintien des budgets d'acquisition, ça permet un horizon en fait. C'est pas qu'on arrête, ça permet un horizon. Peut-être Cédric, toi, comment vous avez reçu cette contrainte et comment vous avez choisi de rebondir sur ces contraintes? Alors forcément, on l'a pas bien pris. On trouvait le chiffre assez énorme, c'est-à-dire que normalement, on désherbe les collections de musique à peu près tous les 2 ans. Donc il y a un fonctionnement par liste qui nous donne des premières indications sur ce qui devrait être retiré ou non, soit parce que c'est beaucoup trop sorti et que c'est peut-être abîmé, soit parce que en effet c'est pas sorti depuis une dizaine d'années. Ça peut arriver. Et donc c'est un travail que nous on faisait aussi de manière assez minutieuse. On pouvait passer certains fonds disque par disque. Et donc là, on a dû, par exemple, si je prends l'exemple de Triangle, on a dû en retirer pas loin entre 3500 et 4000, c'était l'objectif, sur un fonds de 12 000, donc on s'inquiétait beaucoup. Donc on a fini, je crois, aux alentours des 3000, ce qui est assez énorme. D'habitude, on faisait entre 1300 1500 tous les 2 ans. Donc on a doublé finalement le désherbage sur cette collection. Et sur d'autres endroits, il y a d'autres collections où c'était nécessaire en effet d'agir pour faire un petit peu de place. Il y a des bibliothèques qui ont besoin de cet espace. Nous, à Triangle, on s'est plus posé la question parce que l'espace, on l'a. Et c'est vrai que ça nous a posé des questions, mais pour rebondir là-dessus, on s'était dit que quelque part, le désherbage, c'est toujours aussi une mise en valeur de la collection et qu'il fallait en profiter pour lancer un chantier d'envergure et donc un chantier de recotation en langage naturel. Alors je sais qu'en plus dans les listes bibliothécaires auxquelles vous êtes tous abonnés, c'est quelques messages sur le sujet, mais peut-être que tu peux expliquer comment on envisage la cotation en langage naturel ou langage lair en musique. Quel choix vous avez fait? Est-ce que vous êtes appuyé sur des pratiques que vous avez constatées ailleurs, ou est-ce que vous avez fait votre tambouille? Oui, on a quand même cherché à s'inspirer. On a été plusieurs à travailler là-dessus. Je vois Pierre, Anatole, je vois Carole. On a travaillé à plusieurs dessus, notamment en commission. Cécile nous avait fait aussi un défrichage un petit peu avec une première répartition des propositions de mots à utiliser. C'est des choses aussi, on s'est renseigné sur ce qui se faisait déjà, parce qu'il y a quand même des collègues qui sont passés déjà et qui ont proposé des choses assez intéressantes. Et le but, c'était de garder un petit peu notre couleur, ce qu'on avait déjà un petit peu dans nos bibliothèques, et de se rapprocher des choses qui parlent plus aux gens. C'est-à-dire que forcément, on va plus aller sur les genres. Je sais que nous, on était sur la PCDM3, donc on est vraiment à la préhistoire. On s'était dit qu'on allait peut-être vraiment faire un bond dans le futur, enfin dans le présent en tout cas, et vraiment se coller un petit peu aux genres musicaux. Donc on est en train de le faire en ce moment. Les choses ne sont pas arrêtées définitivement, mais on a un beau projet de recotation avec des répartitions, donc plus de variété internationale, mais du pop-rock, du métal, de la pop, c'est toujours un petit peu un mot valise, mais, parce que c'est pas vraiment un genre musical, mais peut-être plutôt une industrie. Tout ce qui va être séparé avec les musiques jazz. Le jazz et le blues étaient mélangés, donc séparer le blues et le jazz. Enfin, plein d'exemples comme ça, mais je vais peut-être pas non plus aller trop dans le détail. Mais voilà, ce but, c'est vraiment de trouver des mots qui parlent
aux personnes et de pouvoir retrouver facilement un CD, comme par exemple dans ce qu'on appelle les musiques du monde, ce qui n'est pas une super appellation et qu'on cherche à modifier. Mais au moins peut-être les trouver par pays, on est entre zone géographique et genre musical. C'est jamais trop évident non plus, mais voilà. Essayer de faciliter la recherche et peut-être pousser les gens à trouver des choses qu'ils n'auraient pas cherchées. Peut-être d'ailleurs pour rebondir sur ce que disait Kevin, alors c'est peut-être différent entre une pochette de CD et une pochette de vinyle, mais à contrario, moi je trouve que parfois maintenant les pochettes de CD, il y a carrément plus du tout d'indication, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un visuel et on n'arrive même plus à même ne serait-ce qu'imaginer quel genre musical ça peut être. Alors ça peut être très chouette d'aller complètement à l'aventure, parce que justement on est en bibliothèque et on peut se permettre d'emprunter des choses que à la première écoute on va dire ah non vraiment j'aime pas du tout, etc. Mais nous quand même l'idée c'était avec la cote, ne serait-ce que juste un tout petit peu renseigner les publics qui fréquentent peu ces rayons-là, en leur disant que peut-être que s'ils ont une cote complètement ésotérique, ils vont pas tenter de venir le voir, et que si on a un mot beaucoup plus compréhensible, ça sera peut-être un facteur supplémentaire pour venir emprunter un CD, en plus qu'on était déjà venu chercher juste des BD pour les enfants, mais qu'on va repartir peut-être avec, pourquoi pas, de la musique dans le sac à la fin, près de l'automate. Et donc cette situation, j'imagine aussi, peut-être, alors pas changer l'émission, mais peut-être replacer, tu vois, on a parlé de valorisation qui semble évident qu'on fasse de la valorisation en bibliothèque, mais peut-être que cette situation vous a obligé à aller plus vers ça. Est-ce que vous y a des décisions qui ont été prises? Alors, le changement de cote est le levier phare, mais peut-être... Enfin voilà, j'avais ça comme question. Et aussi sur les acquisitions, comment vous envisagez? Est-ce que vous envisagez différemment les prochaines acquisitions à partir de cette situation? Est-ce que finalement ça ne change pas les habitudes d'acquisition en termes de genre, ou est-ce que, alors je pense, ce que j'ai en tête, c'est par exemple les coffrets, les beaux coffrets, qui sont des choses que le public ne peut pas forcément s'offrir parce que c'est onéreux. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent en disant, bah, finalement, on va peut-être rajouter moins de 10 pour avoir... Mais par contre, on va proposer des choses que les gens ne pourront pas s'offrir. Enfin, j'ai un biais dans ma question, forcément, mais Alors, les coffrets, c'est toujours un petit peu un débat parce qu'en effet, c'est onéreux. Donc, il y a toujours cette volonté de pouvoir le proposer aux personnes parce qu'on ne peut pas forcément se le payer. Mais le problème, c'est que même si on ne va pas se plaindre de notre budget, nous aussi, on a tendance à ne pas pouvoir toujours se le payer. Donc, ça peut être aussi à la demande, plutôt après étudier, le trouver si ce n'est pas trop cher. Mais c'est vrai que pour garder notre objectif de quota de CD à atteindre dans l'année, le coffret nous pose un peu problème. On essaye un petit peu de le mettre en valeur, mais c'est aussi, mine de rien, un peu en perte de vitesse parce que les gens ne veulent pas trop se remplir le sac à dos. C'est tout simple, mais en tout cas, on en a toujours. La volonté, c'est pas de s'en séparer non plus. Un peu à l'image du DVD. Le DVD musical, en tout cas chez nous, c'est pas super. Donc l'idée, ça serait peut-être de travailler aussi dessus. On a assez peu de nouveautés. Donc c'est vrai que ça rend pas forcément le fond attrayant non plus. Mais peut-être que là aussi ça passera par un petit désherbage, une meilleure mise en valeur dans les espaces, tout comme le coffret finalement. Voilà. Il y a peut-être deux choses sur lesquelles on n'est pas intervenu. C'était le fait qu'on avait aussi des ressources numériques, puisqu'on fait partie des médiathèques de Rennes Métropole, et qu'à ce titre on a un portail commun de ressources numériques où on peut emprunter des livres, la médiathèque numérique d'Arte, etc. Et on peut avoir accès à MusicMe. Donc c'est aussi un service qui est de l'ordre de à peu près 200 utilisateurs par mois, à peu près, je crois, quand même. Et puis, une deuxième chose, je l'ai perdue. Je peux en profiter justement pour parler de MusicMe. Il y a eu plusieurs bonnes initiatives dans les bibliothèques sur tout ce qui est pratique numérique de l'écoute musicale. Je repense à des choses comme Crystal Zik ou comme Zik Librambi pour cette mise en valeur. Il y a eu des superbes projets comme un Detouch qui étaient très vertueux, mais on se rend compte que tout ça, en fait, on ne peut pas lutter contre les grosses plateformes. Et, je pense qu'aujourd'hui, les bibliothèques, c'est que mon point de vue, mais je pense que la guerre du numérique, elle est perdue, en fait. Donc c'est pour ça aussi que la matérialité est très importante chez nous, je trouve. Non, mais c'est ça, il y a cette idée de se dire peut-être qu'il ne faut pas s'adresser à la personne qui est satisfaite par ce qu'elle trouve sur Spotify, Deezer et compagnie, mais plutôt s'adresser à la personne qui n'est
pas satisfaite par ce qu'elle trouve, soit parce qu'il lui manque la matérialité, soit il lui manque des disques plus pointus ou avec des notes de pochette conséquentes. Il y a aussi un phénomène qu'on commence à voir, c'est-à-dire qu'il y a des labels qui sortaient du CD ou du vinyle, qui ont, je pense au label des années 2000, qui à la fois continuent à faire du CD et du vinyle, qui se sont mis sur les plateformes, et certains labels qui ont disparu parce qu'ils ont fermé ils ont arrêté leurs activités au bout d'une vingtaine d'années, par exemple, 15 ans, 10 ans, peu importe, et ils arrêtent leur distribution numérique, et ben les titres, hop, disparaissent des plateformes. Et en fait, il faut pas oublier on paye juste un abonnement, un accès à un catalogue. On paye pas un catalogue, on n'achète pas un catalogue, on paye un accès à un catalogue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça, dans les bibliothèques, les petites bibliothèques, c'est pas forcément l'enjeu, mais il y a cette question sans aller jusqu'à la merci. Il y a le fait de se dire que quand même, si on propose plus le tel CD d'un label français de rock alternatif ou de musique électronique de 2005, le mois dernier, en 2025, je pouvais encore l'écouter sur Spotify. C'est plus le cas aujourd'hui, et j'ai des exemples très concrets en tête, et ça va continuer, parce que mécaniquement les labels vont pas tous perdurer, et ne parlons même pas des labels qui ont fait le choix de sortir que du numérique. Il y a Bandcamp qui est encore là, mais combien de temps, enfin voilà, donc il y a aussi quand même cette notion de pouvoir proposer de matérialité pour avoir des collections un peu pérennes, une offre pérenne pour le public. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous par rapport à ma petite introduction, où l'idée c'est de dire, l'idée c'est pas est-ce qu'il faut garder des CD, c'est si on fait le choix de garder des CD, peut-être avec des contraintes, moins 30x% mais par contre on l'incarne dans une offre de service qui est numérique, de l'action culturelle. Je sais que tu m'avais parlé d'un mois du musique/jeux vidéo, voilà, des moments temps forts comme ça, du prêt d'instruments, des partenariats avec des conservatoires. Bon, si vous êtes revenu régulièrement au RNBM, c'est quelque chose qu'on prône à la CIM, c'est de se dire, voilà, pensons musique en bibliothèque et pas que CD en bibliothèque. Le CD est une des pierres de l'édifice, mais c'est important de l'avoir en tête. Alors, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas, sinon je pense que c'est le moment de passer la parole au public, si vous avez des questions, des remarques. Alors n'oubliez, c'était un peu long, il y a eu plusieurs, je vous rappelle. Ah oui, Lynn. Mais c'est juste parce que je ne suis pas bibliothécaire, et je trouve que, puisqu'on parle de musique en bibliothèque, parfois je me demande pourquoi j'entends pas comme chez mes disquaires, c'est-à-dire je vais dans l'espace musique et j'entends pas de la musique. Non pas que... Alors je sais que... Mais en fait, je trouve qu'un des moyens aussi de découvrir de la musique en bibliothèque, c'est d'en refaire une écoute collective. C'est cet endroit où les gens viennent, et puis on n'avait pas prévu d'écouter ça, et au moins il y a un disque en permanence. Alors peut-être pas pour les bibliothécaires, parce que ça risque d'être douloureux à la fin de la journée, mais voilà, chez le disquaire c'est comme ça. Enfin, on fait des trouvailles assez souvent de cette manière-là, et bon, le but lui c'est qu'ils les vendent, mais je trouve qu'en bibliothèque, moi j'aimerais voir ça en tant que public de bibliothèque, mais parce que peut-être dans mes bibliothèques il n'y a pas l'espace pour ça aussi. Alors ça, j'imagine que ça dépend des établissements et des sections musique. Si une section musique est isolée, ça peut être un sujet de la fameuse cohabitation des publics, etc. Mais c'est évidemment la première des médiations, c'est de faire écouter de la musique, au moins de donner à avoir accès. Si on peut pas le faire, alors vous par exemple, vous avez fait le choix d'avoir des diffusions dans tout l'établissement, mais vous faites de la diffusion dans tout l'établissement. Ok. Oui, en fait, tout sauf le coin studieux, et en fait, il y a cette zone, en fait, donc effectivement, on peut, selon les moments de la journée ou selon, mais effectivement, tout le bâtiment est sonorisé. Avec des enceintes de qualité dans le plateau, dans l'espace musique et cinéma, et pour le restant, c'est des enceintes encastrées, quoi, du coup. Mais oui, mais là, clairement, enfin, c'était pas négociable dans le projet, quoi. Oui. Alors, je suis allé pour la première fois au Champ de Brière. C'était la première fois. Quel endroit incroyable, vraiment. Et il y avait dans le plan, il y a cette pyramide où on monte, où on indique que c'est de plus en plus calme, et c'est très clair, et c'est au moins si on communique de façon limpide comme ça permet
d'éclaircir les choses. Je voulais aussi revenir sur ce que tu parlais de ça, d'écouter, et c'est quelque chose que j'ai pas abordé notamment, mais on avait parlé avec Kevin aussi, c'est cette question d'écoute collective, en fait, de musique enregistrée. Moi, c'est quelque chose que je trouve très singulier. Je pense qu'il y a beaucoup d'établissements je sais qu'il y a quelques établissements qui proposent des écoutes collectives. Il y a même maintenant, dans des lieux plus ou moins prestigieux, des listening sessions, parce que ça fait mieux en anglais. Mais le fait de pouvoir écouter une œuvre ensemble, collectivement, nous, on l'avait fait... non, tu peux garder, parce que je pense que c'est intéressant de savoir comment ça se passe, le Café Vinyle. C'est un peu ça. Mais c'est quand même singulier de se dire, on va se réunir pour écouter ensemble de la musique enregistrée. D'habitude, on écoute ensemble de la musique live, on écoute chez soi ou au casque, et en fait cette proposition d'écouter un disque et souvent de voir d'être en face d'enceintes, voilà, comment je pense que ce côté-là, c'est ça aussi qui attire ton public. Oui, il y a vraiment c'est la convivialité. Il y a de la convivialité, on passe de la musique. Alors c'est pas un album en entier parce qu'à chaque fois il y a une thématique. La dernière fois c'était le glam rock, parce que comme je vous disais, c'est vraiment des spécialistes qui s'approprient le sujet, mais ça reste cependant ouvert à tous et accessible. Mais oui, c'est ce temps-là que des personnes ne rateraient pour rien au monde. On le sait, d'écouter de la musique ensemble, de se rappeler des souvenirs aussi, mais pas du tout dans la nostalgie. Voilà. Et sinon, on diffuse de la musique en dehors des cafés vinyles, mais il y a les droits à SACEM, et c'est vrai que pour nous, 25 heures d'ouverture par semaine, et on a demandé de pouvoir donc diffuser de la musique sur les 25 heures. C'est ce qu'on fait pas, bien sûr, mais c'est 500 € par an. Voilà, quand même. C'est un budget à rajouter. Ça, c'est un sujet. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions. J'en vois 2 déjà. Oui, bonjour. Je travaille en bibliothèque départementale dans l'Ain. Je fais partie de celles qui ont ratiboisé le fonds musique. On n'a plus du tout rien depuis un mois. Le choix a été fait de passer exclusivement par la plateforme Musique Me Pro, dont je suis complètement insatisfaite. Parce qu'au départ, quand on a passé les marchés avec eux, ils nous avaient bien spécifié qu'on pouvait négocier les titres qu'on voulait sur la plateforme. Il se trouve que c'est faux et archi faux. Et est-ce que vous avez réussi à négocier des choses, des titres, des albums ou des genres musicaux qu'on n'a plus du tout, en fait? Alors, il se trouve que pour les services numériques, comme je le disais, effectivement, c'est un service qui est pour l'ensemble des bibliothèques de Rennes Métropole. Donc là, pour le coup, c'est des collègues vraiment spécifiquement qui gèrent ces marchés-là. Et donc là, je ne pourrais pas vous répondre sur cette question. Globalement, non. Ce sont des catalogues qui sont déjà établis. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouvera pas. Je pense que c'est tout simplement des questions de négociation de droit. J'en sais pas plus, mais en tout cas, nous aussi, on ne trouve pas une grande exhaustivité et tout ce qu'on voudrait retrouver dedans. Parce que nous, ils nous avaient certifié lors du passage du marché qu'on pouvait demander et qu'ils négocieraient les droits sur les titres qui nous manquaient, en fait. Et c'est désespérant. Sinon, on avait la réponse par là. Ouais. Je crois que Valérie peut répondre. Non, elle peut répondre. En tout cas, à titre personnel, je trouve que c'est un mauvais raisonnement de supprimer les CD de penser en tout cas qu'une ressource numérique va remplacer le fonds CD. Et si je peux juste compléter, Cédric aurait pu dire la même chose que moi. Effectivement, nous, c'est au niveau de Rennes Métropole que ça se situe, toutes les ressources numériques, et notamment pour la musique, il y a des comités pour l'animer, parce qu'effectivement, Musique Me, les gens ils s'en foutent de Musique Me, quoi, en fait. Je veux dire, ils écoutent sur YouTube. Et alors les collègues des champs libres sont pas là, Miguel et Malo sont pas là pour répondre et donner des chiffres, mais nous ce dont on s'est aperçu, c'est que ce qui marche le mieux, c'est les radios qui sont faites par les bibliothécaires, pour le coup, et en collaboration dans notre comité musique de Rennes Métropole, quoi. Mais comment, pardon? Le reste, oui, pourquoi les gens ils restent sur Musique Me alors qu'ils ils ont maintenant tous un abonnement sur Spotify ou Deezer ou même sur YouTube, et l'argument sans pub ou pas, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en tamponnent le coquillard. Quoi, oui. Comment? Non, mais j'imagine bien. Non, mais oui, non, mais je vous tire pas dessus à boulet rouge.
Non, mais c'est sûr que de penser que au-delà de Music Me, parce que c'est un peu voilà, c'est un qui reste, donc mais de penser qu'une offre comme ça va contrecarrer la perte d'une offre musique, c'est ne pas avoir bien travaillé son dossier. Ou alors il faut assumer ses choix. Mais il y avait d'autres questions juste derrière vous. Oui, pardon, je suis là. Clairvy de Quimper. Tout à l'heure, j'entendais dire trop de choix tue le choix. Et effectivement, en fait, quand on a beaucoup de choix en médiathèque, comme n'importe où d'ailleurs, on a du mal à trouver ce qu'on veut. Et en cela, c'est vrai que les médiathécaires, finalement, sont aussi des personnes qui incarnent la matérialité de la musique, puisqu'on est conseiller, on est prescripteur. On va normalement à la rencontre des usagers pour savoir un peu ce qui peut les intéresser et les faire découvrir aussi des nouvelles choses. Et en cela, je pense que certaines plateformes peuvent être complémentaires dans la mesure où certaines plateformes de streaming sur lesquelles il y a absolument tout vont pas du tout être intéressantes, puisque effectivement, il y en a plein qui ont déjà leur accès, qui ont leur boucle algorithmique et qui vont utiliser ces plateformes-là comme tapisserie musicale ou chaussons musicaux. Voilà, on se glisse dedans et puis on écoute en faisant autre chose. En revanche, il y a d'autres ressources comme par exemple radio.com avec 5 O qui pour le coup est intéressant puisque c'est un site internet qui promeut des musiques de partout dans le monde, de beaucoup d'époques différentes, avec du contenu qui est gratuit ou qui peut être payant aussi avec plus de fonctionnalités. Et donc c'est un site sur lequel on va cliquer sur un pays et une époque et on va avoir du son qui vient de ce pays et de cette époque qui est diffusé tout de suite dans nos oreilles. Je trouve ça génial parce qu'en fait ça va donner une idée sans avoir à aller fouiller dans cet immense rayon de musique du monde ou rock ou autre que peuvent constituer nos collections, même si on fait des sélections thématiques, des tables, d'autres types de médiation à partir des supports. Et en fait, les personnes qui vont avoir accès à cette plateforme-là, ça peut leur donner justement des idées de je savais pas que c'était ça la musique arménienne, tiens, je vais aller voir dans le fond Arménie, ou je savais pas que c'était... voilà. Et je pense qu'en cela, ça peut être complémentaire dans la mesure où on a déjà un entonnoir, une première approche de cette manière-là. Et après, nous, on est là aussi, et donc pour pouvoir accéder justement le conseil de cette manière-là, soit via la plateforme qu'il faut apprendre à utiliser quand même. On ne peut pas juste balancer une plateforme, qu'elle soit Music Me ou une autre, en numérique, dans la médiathèque avec une tablette. Il faut pouvoir accompagner l'usage aussi. Et à côté, avoir effectivement le matériel, CD, vinyle, pour pouvoir aussi faire cette expérience utilisateur qui est encore très très importante. Et à mon avis, je pense qu'on arrivera à peut-être redynamiser le secteur musique en imbriquant toutes ces fonctionnalités et toutes ces offres possibles, que ce soit la musique vivante, le numérique et le matériel CD, ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est d'accord. Et même le temps que le micro se... Je pense que même on fait souvent une dichotomie entre les plateformes versus ceux qui empruntent en CD. Il y a aussi peut-être une analyse plus fine à avoir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir un abonnement pas payant sur Spotify, c'est-à-dire qu'ils vont écouter pour découvrir, qui vont avoir de la pub, en plus c'est pas dans l'ordre, mais de la même manière que tu vas aller sur YouTube écouter un ou deux morceaux avec un roll-up, je sais pas comment ça s'appelle, de la pub au début, mais on y va pour jeter une oreille, voir si ça nous plaît, et puis rien n'empêche d'aller... Voilà, il y a une analyse plus fine aussi entre les abonnements payants, gratuits, quelle plateforme, etc. Mais bon, c'est juste une... Bonjour tout le monde. Je suis content de comment de Monsieur Kevin. Ici à Les Mureaux, on joue la musique en espace musique et cinéma et ça marche pas mal. Souvent, les gens demandent c'est quoi ça? Est-ce que je peux emprunter ça? Et c'est super. Mon question, c'est à propos matérialité et je suis très content de discussion avec vous parce qu'il y a une bibliothèque de passé
qui est nouvelle ouverte depuis 6 mois, Madame Positive Ruralité, il y a combien? 3 ans. Et Rennes, qui sont méga cool avec musique, tous les médiathèques, il y a musique. Mon question, c'est plutôt pour les nouvelles, comment vous avez définir succès quand vous avez réouvrir votre médiathèque et pour espace musique et cinéma? C'est quoi le succès à propos matérialité? Et ça, et quoi c'est échec pour vous? C'est quoi échec? Quand votre chef va dire c'était bien ou c'était pas bien? Comment vous définir succès? La même pour est-ce que c'est pour la Rennes? Pour Rennes, qu'ils ont dit, taux de rotation c'est 0,6, on va désherber 3000 et taux va être 1 parce que ça c'est mathématique. Mais est-ce que c'est ça, succès, ou c'est quoi succès aux matérialités? Alors, on ne va pas se leurrer, le taux de rotation sera un critère, hein, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, parce que c'en est un objectif dans une certaine mesure. Après, comme je disais, moi je pense qu'il ne faut pas tirer un bilan trop tôt, parce qu'au bout de 6 mois, on ne peut pas non plus tirer un bilan trop rapide, quoi, du coup. Alors, on va essayer de mettre en place des critères qualitatifs plutôt que des critères quantitatifs, même si là dans le nouveau projet, alors effectivement il y a des collègues qui ont visité qui m'ont dit dans le nouveau projet on a une caméra de comptage mais qui n'est que à l'accueil. Effectivement, si c'était à refaire on aurait pu en mettre une aussi à l'étage pour voir aussi la fréquentation, et puis on va essayer de mesurer aussi la fréquentation dans nos actions culturelles notamment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça aussi, et aussi tout bêtement, alors là aussi c'est pas quantifiable, mais les commentaires oraux des gens, voire les commentaires Google des gens sur le bâtiment, c'est des choses maintenant qui sont prises en compte, y compris par nos élus pour le coup, parce qu'effectivement surtout dans la période qu'on vient de connaître. Voilà, très rapidement, je sais pas si j'ai répondu au moins pour partie à la question, mais j'aurais essayé en tout cas. Et puis forcément, en tout cas à titre personnel, en tant que bibliothécaire, pour moi le taux de rotation, c'est une politique du chiffre dont ça me parle pas, je n'aime pas ça. Clairement, la politique du chiffre, c'est pas pour nous. Nous, on est là pour rendre service aux personnes, on est là pour offrir un service public. Il ne faut pas oublier que c'est aussi de l'argent public qu'on est en train de gérer. C'est-à-dire que si on décide je sais pas, demain de béner la moitié des collections, il ne faut pas oublier que c'est de l'argent public. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qui me pose plus de questions. Et pour moi, la réussite, en fait, c'est les personnes avec qui on arrive à discuter. C'est ce matériel, en fait, il nous sert à discuter avec les gens. Comme tu disais, quand on diffuse de la musique, tout de suite, les gens vont nous dire c'est quoi Il y a même des personnes qui nous disent mais pourquoi vous passez de la musique en bibliothèque? Donc, au moins, ça ouvre le débat, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, le succès ne se mesure pas en chiffres. Je sais que ça, c'est une tambouille pour les élus, mais moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. En fait, d'où l'importance, à mon avis, de pouvoir définir, je reviens à mon introduction, à un projet de service. C'est-à-dire que si on ne dit rien et qu'on a juste une collection de CD, la seule chose qu'on va viser, si on n'a pas dit quels étaient les objectifs d'avoir des CD, c'est le taux de rotation. Si on dit non, qu'en fait on a une collection de CD parce que ça va permettre de faire de l'action culturelle, ça va permettre de faire juste un produit d'appel sur de la musique derrière, et en plus, voilà, si on n'a pas un discours de politique d'établissement, ou en tout cas de secteur musique, évidemment que le taux de rotation, ça va nous rattraper, parce que finalement il n'y a que ça à juger. Alors que si on réfléchit à ce qu'on veut faire avec la musique en bibliothèque, on peut tenir un discours en amont, et là au moins on se donne des objectifs qui ne sont pas uniquement du chiffre. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas tomber dans l'écueil en disant non mais c'est pas du tout vrai. On s'en fiche des taux de rotation, ok, mais si on donne un objectif autre à la place de la musique en bibliothèque, mais si on le formalise pas, je pense ça va être compliqué. Et peut-être que quand même en politique documentaire, on a des outils qu'on peut toujours
recalibrer avec d'autres problématiques, mais les outils de politique documentaire, ils existent et on les a pas inventés. Enfin, je pense que, et peut-être qu'on pourrait refaire aussi le lien avec ce matin, c'est-à-dire voilà, c'est de l'argent public, c'est un bien commun en fait aussi. Voilà, toutes ces collections, elles sont à nous toutes et tous. Effectivement, peut-être que même chez nous, on peut pas tout garder non plus malheureusement, parce que on habite des petits apparts ou voilà. Enfin, mais le lien avec ce matin, c'est aussi de se dire comment est-ce que ces collections-là, elles servent à construire un parcours d'émancipation, c'est-à-dire que elles sont là pour effectivement échanger ensemble, avoir des expériences ensemble, et si on peut pas se permettre que de toucher le public qui était évoqué dans l'article de Télérama tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, alors nous on avait fait une sorte de carottage, on commence à avoir des données un petit peu plus précises de nos usagers, et on fait une extraction de nos données tous les fins de décembre. Et donc là, par exemple, fin décembre 2025, il y avait 6% de nos usagers qui avaient des CD ou des vinyles sur leur carte, et l'âge médian était de 41 ans, et c'était relativement femmes, hommes, voilà, c'était à peu près équilibré. Mais on peut pas. Donc c'est important de servir tous les publics et de répondre à tous les besoins. Mais on peut pas répondre que aux besoins des usagers de, si je caricature, ceux qui n'ont pas 10 heures, j'ai pas 10 heures, qui ont des écoutes très précises, qui ont une culture musicale très précise, et qui vont faire le tour de l'ensemble de nos bibliothèques parce qu'ils sont très très en demande. On a aussi d'autres usagers dont il faut satisfaire les demandes, et justement dans la médiation, ça va être là où ça va être important. Et donc pour savoir si ce qu'on a réussi, c'est un petit peu un cocktail de plein de choses. Encore une ou deux questions. J'en vois 4. Alors on va faire des réponses brèves pour avoir les 4 questions. Alors déjà, aucune idée si ma question va être pertinente. Peut-être que je vais y répondre moi-même, vous allez voir pourquoi. Dans l'actualité récente, on a pu voir, j'ai vu des appels au boycotts de la plateforme Spotify, notamment pour des raisons politiques. Pour faire court, Spotify apporte un soutien financier à des idées, des actions assez rances. Et dans cet élan-là, dans la recherche d'alternatives à Spotify, qui est quand même une grosse plateforme, certaines personnes vont jusqu'à dire « je vais carrément abandonner les plateformes et aller plutôt vers le support physique ». Est-ce que, nous, en tant que fonctionnaire, forcément, on a le devoir de réserve qui est une limite face à cela, mais est-ce que ça peut ça peut donner un regain au support physique? Est-ce que nous, on peut se servir des bibliothécaires musicaux? Est-ce qu'on peut se servir de ça comme levier pour ramener vers les supports physiques? Oups. Alors, je n'ai pas le même devoir de réserve que vous, donc je suis peut-être plus libre que le reste de l'Assemblée. Enfin, j'en ai sûrement un, mais bon, les professeurs à l'université font jamais attention à ça. D'un point de vue des études, strictement sur la première partie de votre question, ça va pas du tout. On va rien voir d'un point de vue économique, on va voir à peine un soubresaut, parce que ils ont des concurrents et ils ont des bons concurrents. Éventuellement, on va avoir davantage d'inscriptions à Cobuzz, malgré le fait que ça coûte un peu plus cher que le reste. Et à la limite, s'il fallait en prendre une, ça reste quand même peut-être la plus honnête, ne serait-ce qu'en termes de paiement des artistes. Le problème, c'est que toutes les personnes qui sont équipées pour écouter sur plateforme ne sont pas équipées pour écouter en matériel. Donc il n'y aura a priori pas de soubresaut. Il y a une étude qui est commencée là, à l'université de Columbia, aux États-Unis, à New York. Et en fait, il montre bien que la consommation musicale est absolument pas liée désormais à tout ce qui est mouvement économique ou économico-politique, parce que c'est devenu l'habitude. Et que cette habitude, elle changera certainement, mais les arguments qui vont être opposés à l'utilisation des plateformes vont être des arguments parfois pour le vinyle, qui est quand même un dérivé du pétrole, qui est quand même des arguments de pollution, de place, etc., d'équipement qui devient de plus en plus cher au passage, pour écouter des vinyles. Alors les CD, j'avoue que j'en sais rien parce que j'en écoute pas.
Mais en l'occurrence, c'est pas cher d'avoir des CD, même pas cher du tout de s'équiper pour des CD. Et voilà, pour cette partie-là, il n'y aura pas de soubresaut. Alors pour les bibliothèques, je ne sais pas si ça... C'est pas mon rayon. Il y avait d'autres questions, je crois. Après devant et puis après on clôturera. Merci, oui, merci pour vos interventions. Très content de voir qu'il y a encore des endroits où effectivement vous avez des budgets que vous défendez pour défendre la musique. J'aurais aimé qu'il y ait aussi du coup, des représentants qui ont des choix budgétaires difficiles à faire pour voir un peu comment ils les font, parce que nous, c'est notre cas. Et donc, je voulais renchérir sur la question du collègue tout à l'heure. Peut-être vous interroger, Kevin Gohon, sur la dimension maintenant des 50% de musique générée par IA sur ces plateformes, qui, moi, me semble être un point sur lequel, justement, on va peut-être avoir des retours à la matérialité du CD et aux bibliothèques pour revenir à de la musique faite par des humains. Notamment, je l'espère, parce que dans le champ des DVD, par contre, on a vu un retour du public lié là davantage à la question de l'accessibilité, puisque nous, on revoit des usagers revenir prendre des DVD, parce qu'effectivement, il faudrait avoir 4 abonnements mensuels à des plateformes pour accéder à une offre décente. Donc, il y a des gens qui reviennent. Donc, tenez bon les collègues, défendez vos collections de CD, les usagers vont revenir. Voilà. Et sinon, plus spécifiquement, quel choix on peut faire, par exemple, quand on a des budgets contraints. Nous, par exemple, on a nos élus qui sont très sensibles à la com et la hype du vinyle. J'adore le vinyle, moi j'ai commencé ma culture musicale comme ça et je suis devenu probablement discothécaire grâce à ça, mais c'était quand les vinyles coûtaient 1 € au puce. C'est plus le cas. Voilà. Donc maintenant c'est 60 balles pour acquérir un vinyle pour une bibliothèque. Donc nous on a des choix à faire et on pense qu'on va arrêter d'acheter des vinyles parce qu'on voit bien que les taux de rotation sont ridicules. Autant ça nous ramène un public de super mélomanes avec qui on a des discussions géniales, mais ils sont très peu nombreux. Voilà. Et par contre, on préfère se concentrer sur le disque. Et aussi, donc, dans les choix, au vu des restrictions budgétaires, on se dit qu'on va se concentrer sur la découverte musicale plutôt qu'effectivement aller sur la réponse aux demandes commerciales des usagers. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Non, c'est bon. Non, je suis assez d'accord avec toi, quoi, sur le... Alors effectivement, moi j'ai encore là, on est deux avec Juliette, on a effectivement encore la chance d'avoir des budgets, mais si baisse drastique il y avait, je pense que j'aurais la même logique que toi sur le côté, on cherche pas à toucher tout le monde et on va chercher plutôt les niches et finalement c'est un peu ce qu'on fait. Enfin, quand je dis stratégie à 360, c'est un peu ce qu'on fait depuis déjà longtemps dans tous les projets. On a parlé des équilibres vives tout à l'heure, c'était ça, quoi. Les équilibres vives, c'était pas l'objectif de toucher 100% de nos usagers. C'était alors c'est ce que je dis souvent. Le problème, c'est que ça prend du temps parce que du coup, on va toucher 10 usagers en faisant du prêt d'instruments, 10 usagers en faisant du prêt de platine, 10 usagers en faisant une radio sur Musique Nuit et tout ça prend quand même du temps et on a quand même que 35 heures par semaine. Donc voilà, mais je suis assez d'accord sur la logique d'aller chercher les gens avec les armes qu'on a et pas essayer de prendre de copier les armes de la grosse cavalerie de l'industrie musicale, quoi. Donc ouais. Je sais pas si les collègues Dernière question. Oui, j'ai juste, parce que j'ai été interrogé rapidement sur la question de l'IA. Il se trouve que c'est un des sujets sur lesquels je travaille, moi, en tant que chercheur. J'aurais tendance à dire, attendons donc quelques années pour voir si ça continue de prendre, parce que franchement, étant donné, je travaille sur les technologies les plus récentes, et il y a quelques années, on nous a fait le coup avec la réalité virtuelle, et c'est un flop incroyable, et mon avis, sans réserve, tant mieux. Pour l'IA, la question est plus difficile parce qu'effectivement, c'est déjà en train d'inonder, mais ça inonde sur des choses, ça inonde sur les playlists chill piano pour travailler, donc c'est pas de la musique. Enfin, non, je veux pas dire ça. Ça en est. Mais c'est pas de la musique à consommation artistique, donc c'est pas. Pour l'instant, je vois pas le danger. En revanche, si danger il devait y avoir au niveau des plateformes, il faut bien voir que derrière, ça arriverait aussi au niveau du matériel. Peut-être pas des CD, puisque effectivement le CD pour l'instant n'est plus trop à la mode. En revanche, les compilations de vinyle reviennent de plus en plus. Il n'y a rien qui dit que ces playlists-là vont pas sortir en vinyle juste pour essayer d'aller toucher. Donc, soit le problème va se poser de manière généralisée,
soit il va plus poser du tout, je pense, mais l'utilisation de l'IA, bon, elle est brûlante actuellement parce qu'elle fait peur à l'honnêteté intellectuelle, disons au sens large, et artistique. Mais il faut bien voir que, en fait, si on commençait à faire une proportion, notamment d'utilisation des IA, ne serait-ce que dans les mixages, depuis les 3 dernières années, sur des albums produits par des artistes, j'ai les outils disponibles à l'université et je ne les utilise pas pour ma pratique personnelle, mais enfin, on montre bien aux étudiants qu'on peut tout à fait mixer, puisque mixer un vinyle, c'est pas la même chose que mixer pour une plateforme, etc., que les intelligences artificielles participent déjà à ces choses-là. La génération de textes, il faut voir nos étudiants qui produisent des chansons. Il y en a quand même un paquet dont on sent bien que l'écriture ne vient pas d'eux, et d'ailleurs, il y en a qui ne le cachent pas du tout. Donc, je crois que le problème va autant toucher les sphères économiques qui sont liées, et puis sociales qui sont liées à la matérialité de la musique qu'à la musique immatérielle. Mais je suis pas sûr que ça... Enfin, bon, on verra. C'est pas sûr que ça tienne non plus... les 10 prochaines années. Il faudra voir dans 10 ans où on en est surtout, je pense. Toute dernière question. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille dans une bibliothèque municipale de Dinant, donc c'est pas très loin. Je suis contente d'être là et merci pour cette table ronde très très intéressante qui m'a donné beaucoup de réflexions, car nous avons actuellement travaillé sur les réaménagements de quelques espaces de la bibliothèque qui datent 20 ans déjà. Et donc, la question, c'est l'espace musique. Donc, je suis responsable. Donc, je suis en train de proposer une note auprès de la direction et j'ai constaté que depuis ces dernières années, il y a énormément de pratiques des écoutes collectives avec les personnes des EHPAD, des écoles, les écoles, avec les séances de découverte musicale et aussi avec des personnes à mobilité réduite. Voilà, au niveau plutôt... voilà. Donc, de plus en plus, je me suis dit, nous défendons le matériel, voilà, le CD, le support. Nous défendons quand même les médiations dans une bibliothèque, quelle que soit la musique présente, dans la littérature, dans tout. Et on a des succès énormes, mais souvent, il nous manque beaucoup de formation pour les bibliothécaires musicaux. Donc, je tiens que si c'est possible de développer, s'il vous plaît, ASIM et d'autres secteurs, dans ce domaine-là, former les bibliothécaires. On est compétents, on aime notre métier, on défend notre métier. Ça, on gagne. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que vous parlez de la collection. Donc, on ne peut pas travailler dans une bibliothèque sans collection. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? Qui sont les missions principales des bibliothécaires musicaux à l'heure actuelle? Je me pose la question. Mais pour défendre les collections, il faut des médiations. Il faut des médiations et du budget, n'est-ce pas? Et en même temps, nous parlons de la suite, de l'espace dédié. Si vous avez des collections et vous avez un espace qui n'est pas dédié, comment pour mettre de la musique? Pour vous dire, je travaille dans une médiathèque, il n'y a pas de musique. Comment vous pouvez attirer l'existence et l'importance de la musique dans une bibliothèque? Donc, pour cela, je me suis dit, je défends énormément un espace dédié, quel que soit pour la musique et cinéma. Ce support-là, pour valoriser les collections, pour rendre aussi des animations plus accessibles, qui demandent moins du personnel et moins de budget. Et pour cela, je vous demande, une dernière question, c'est que est-ce que les collections de musique, les CD, les DVD, peuvent cohabiter avec les collections adultes, comme des documentaires ou des fictions? Voilà. Je crains qu'il y ait une proposition qui va m'arriver pour ça et je ne suis pas du tout d'accord et j'attends votre avis. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être en même temps conclure, parce qu'on a un timing à respecter. Il y a plein de questions, il y a plein de sujets dans votre intervention. La cohabitation avec d'autres collections adultes, c'est l'essence même d'une médiathèque ou d'une bibliothèque d'avoir plusieurs... Et ça pose la question de la cohabitation des publics. C'est sûr que ce choix d'avoir un lieu dédié à la diffusion de la musique, c'est le plus confortable, si on peut se le permettre. Je vais juste, parce qu'on doit tenir le timing, peut-être essayer de répondre en disant que il y a vraiment un souci, je pense, et c'est le cas quand vous ouvrez des nouveaux établissements, quand même à avoir sur les propositions de diffusion et de médiation sur place. Parce que peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à avoir du public nouveau en proposant, enfin nouveau, en tout cas attirer du public, en leur proposant quelque chose qu'ils n'auront pas chez eux. C'est-à-dire autre chose que
les casques, autre chose qu'une chaîne, même pas mal, mais une autre expérience d'écoute. Alors expérience, c'est un grand mot, mais une autre proposition qui permet de faire de la médiation, de l'écoute collective. Oui, une expérience sociale autour d'une œuvre d'art d'une œuvre en tout cas qui peut être un album de musique. Et je pense quand même que la matérialité, puisque c'était ça, on a beaucoup parlé de collection de CD, etc., mais que ce soit lié à un équipement décent qui puisse bénéficier d'investissements, c'est quand même très très pertinent. Et je le dis d'autant plus qu'à la médiathèque musicale, on a des collections de fous. J'ai des collègues qui sont là qui me démentiront pas. On a eu souvent pendant des années, on proposait d'écouter des vinyles très rares en face d'un mur sur une pauvre platine vinyle qui abîmait le vinyle. Et donc c'est pas, je suis pas là en train de donner de leçons parce que nous-mêmes on n'a pas réussi pendant longtemps. Mais je pense que vraiment cette matérialité des collections doit pouvoir, ça pose la question des espaces, c'est pour ça que je rebondis, dans un monde idéal, rebondir sur des propositions d'écoute sur place de qualité pour maintenir la barre. Et on va finir là-dessus parce que les ateliers.